Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce TD un petit peu particulier puisqu'il est en hybride. Certains d'entre vous auront le cours en présentiel et vous l'aurez en distanciel. Alors on va profiter de cette heure pour faire un zoom sur un point de passage obligatoire. Un point de passage obligatoire qui, dans les programmes précédents, se voyait consacrer 1h30, voire 2 heures pour traiter son entièreté. Là, c'est plus le cas, donc on va nous parler à la fois de la guerre d'Indochine et de la guerre du Vietnam dans l'espace qui nous est donné ici. Alors, commençons avec un titre simple, point de passage obligatoire, la guerre du Vietnam. Pour ce faire, évidemment, il nous faut parler d'abord de la guerre d'Indochine, revenir aux sources. Et pour ce faire, on a dans notre manuel Hatier 2 doubles pages qui contiennent des documents qui sont largement suffisants pour faire le tour de la question. On commence avec le document 2 de la page 152. C'est une carte qui revient sur la guerre d'Indochine, qui donc a eu lieu de 1946 à 1954, et qui retrace les rivalités entre la France et le Vietnam, qui revendique son indépendance sous la houlette d'Ho Chi Minh. Alors on peut noter quoi en premier lieu? D'abord que l'Indochine c'est une colonie française. Une colonie française qui, à partir de 1940, a été occupée par le Japon. En 1945, on a la capitulation du Japon. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est le document 3 de la page 152 qui nous le dit. On a une déclaration ici qui est signée par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945. Et qu'est-ce qu'il proclame, Ho Chi Minh? Eh bien, c'est ce que vous allez lire maintenant. Donc vous mettez sur pause et quand vous avez lu le texte, vous revenez à l'audio cours. Bon, maintenant vous le savez tous. Et puis, normalement, si vous aviez suivi en cours magistral, d'une certaine façon, cours magistral, vous le saviez puisqu'on en a parlé de la proclamation d'indépendance du Vietnam d'Ho Chi Minh. Donc c'est ça qui se passe. Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. C'est la naissance de la République démocratique du Vietnam, qui ne va pas être reconnue, puisque on va avoir une guerre. Sauf qu'Ho Chi Minh, si vous lisez sa petite biographie, c'est le document 1 de la page 152, ça y est, vous l'avez lu, eh bien, vous voyez que Ho Chi Minh, il est communiste. Et à votre avis, à qui ça ne plaît pas qu'Ho Chi Minh soit communiste et proclame son indépendance, hormis la France? Et oui, les États-Unis d'Amérique. On a donc une guerre qui va durer de 1946 à 1954, donc cette date elle doit être connue par cœur. On a une France qui est soutenue par les États-Unis d'Amérique. La France, elle combat des forces qui luttent pour l'indépendance du Vietnam. Tous les Vietnamiens ne sont pas pour cette indépendance du Vietnam. Il faut replacer les choses dans leur contexte, mais on va donner un nom aux Vietnamiens qui sont derrière Ho Chi Minh, et pour faire simple, ce sont les Viet Minh, comme Ho Chi Minh. De là, la notion est bien placée, parce que parfois vous avez du mal à retenir, c'est un moyen aisé de le retenir. Or, le Viet Minh, lui, les forces du Viet Minh, elles sont aidées par la Chine. D'une certaine façon, on a ici aussi un préquel de la guerre froide qui est en train de se tisser. Document 5, page 153. Comme le montre cette guerre, il y a de nombreuses batailles. Et la plus grande victoire du Viet Minh, elle intervient en 1954, c'est la bataille de Dien Bien Phu. Alors je vais pas revenir sur les raisons de cette défaite, etc. Mais il faut retenir d'abord qu'il y a une défaite française. En 1954, c'est la défaite française de Dien Bien Phu.
regardez pour l'orthographe, vous la retrouverez sur votre carte. Et donc à l'issue de cette défaite, eh bien des négociations sont entreprises et elles débouchent sur des accords, les accords de Genève. Alors, je vous laisse lire une partie de la déclaration finale des accords de Genève qui date du 21 juillet 1954 et qui sont présents dans le document 5 de vos manuels, page 153. Voilà, je vous laisse lire le document. Donc, il y a quoi dans les accords de Genève? Dans les accords de Genève, eh bien, il est prévu une partition du Vietnam. En fait, le Vietnam va être divisé en deux parties, autour du 17e parallèle qui va servir de référence. On a donc le Nord-Vietnam, sous la direction d'Ho Chi Minh, qui est soutenu par la République populaire de la Chine, on l'a dit, mais aussi par l'URSS. Pourquoi? Parce que c'est un État communiste. Ensuite, on a le Sud-Vietnam. Un Sud-Vietnam qui va être soutenu, lui, par les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'on est dans une politique d'endiguement. Il faut contenir, on l'a vu déjà dans la doctrine énoncée par les États-Unis d'Amérique, contenir la prolifération, le développement du communisme. On est dans une perception qui est celle de la théorie des dominos. C'est-à-dire que dans la conception des stratèges et des espions de la CIA aux États-Unis d'Amérique, le risque c'est que si un État devient communiste, les États à proximité deviennent à leur tour communistes. Théorie des dominos, on comprend bien, s'il y en a un qui tombe, ils peuvent tous tomber à la chaîne. Passons à la première diapositive. La première diapositive que je vous ai donnée, c'est un portrait du président du Sud-Vietnam. Alors, de celui qui va devenir le président du Sud-Vietnam. Il s'agit de Ngo Dinh Diem. Donc Ngo Dinh Diem, c'est lui qui règne au Sud-Vietnam. Il règne parce qu'il a pris le pouvoir. Et il installe un régime qu'on peut qualifier de dictatorial. Il va s'accaparer la quasi-totalité des pouvoirs. Ngo Dinh Diem, il est marqué d'abord par son anticommunisme. C'est-à-dire que c'est un anticommuniste convaincu. Et c'est ce qu'il fait qu'il est aidé évidemment par les États-Unis d'Amérique. Mais Ngo Dinh Diem, il a aussi une certaine animosité à l'égard d'autres personnes. Et ces autres personnes, ce sont les bouddhistes. Ngo Dinh Diem, il est catholique, pratiquant, son épouse également. Et cette opposition aux bouddhistes, dans un pays qui est principalement bouddhiste, au sud du Vietnam, ça va mal passer. Et on a des bouddhistes qui vont manifester leur mécontentement avec le soutien d'une partie importante de la population. Alors je vous invite à regarder la diapositive numéro 2. C'est une photographie célèbre. Il s'agit de l'immolation d'un moine bouddhiste. Et c'est une forme de protestation ici, vis-à-vis de la politique anti-bouddhiste qui est menée par Ngo Dinh Diem. Cette photo, elle était prise le 11 juin 1963 et elle va avoir des répercussions conséquentes. C'est-à-dire que là, on est dans une violence, mais pas à l'adresse directement de ceux après qui on en a, mais le but c'est de choquer, de leur dire regardez, vous nous conduisez à la mort. Et l'opinion publique, même à l'international d'une certaine façon, va se saisir de cette question. Alors avec d'autant plus de force que la femme de l'épouse de Ngo Dinh Diem ne marquera aucun signe d'empathie à l'adresse de ce moine qui se fait brûler ici, qui s'immole, et elle ironise sur le barbecue entre guillemets autour de cet acte. Non, cette photo elle est connue pour ceux qui écoutent un petit peu de musique d'autrefois, entre guillemets, enfin le autrefois il est pas si vieux que cela. Puisque quand j'avais votre âge, il y a un groupe de fusion assez connu qui s'appelle Rage Against the Machine, qui avait sorti un album en utilisant cette photographie comme cadre de pochette de leur album. Bon, dernière chose importante à ça, donc on retient qu'il est anticommuniste, on retient qu'il est opposé au bouddhisme, et puis troisième point,
important à savoir sur Ngo Dinh Diem, c'est qu'il est non signataire des accords de Genève. C'est-à-dire que pour lui, les accords de Genève, ils n'existent pas, ou du moins il ne se tient pas obligé de les respecter. Or, dans les accords de Genève, était prévu non seulement la partition, ça on l'a vu, mais était prévu aussi était programmée du moins l'idée d'organiser un référendum d'autodétermination au nord et au sud du Vietnam pour décider de ce qu'on faisait du Vietnam. Donc lui, il est contre. Donc pas de réunification d'une certaine façon du Vietnam. Bon bref, Ngo Dinh Diem, il va soulever beaucoup de mécontentement. Il est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils vont mettre longtemps à comprendre que ils n'ont pas misé, entre guillemets, sur la bonne personne au travers de Ngo Dinh Diem. Mais ils sont persuadés que son anticommunisme de base suffit à servir de rempart contre le développement du communisme. Bon bah paradoxalement, comme il génère beaucoup de mécontentement, une partie des mécontents du Sud-Vietnam vont se tourner vers Ho Chi Minh, qui leur semble être l'alternative. C'est-à-dire qu'on a des Vietnamiens du Sud qui deviennent pour l'indépendance du Vietnam, ou du moins la réunification du Sud-Vietnam au Nord-Vietnam, et qui vont lutter dans ce sens. Alors, eux, ce sont les Viet Cong. Donc, Viet Minh, Viet Cong, c'est deux définitions à noter en rouge dans vos cours et à connaître. Hein. Il y a une différence entre les Viet Minh, ils sont au nord Vietnam, et ils sont pour Ho Chi Minh, et les Viet Cong, qui sont des communistes du sud Vietnam, favorables à l'unification du Vietnam sous les ordres d'Ho Chi Minh et du parti communiste. Alors évidemment, ça finit mal pour Ngo Dinh Diem. Alors, je vous l'ai appelé Ngo Dinh Diem, peut-être pas, hein, je pars... et vous l'avez sur le titre de la diapositive, hein, c'est NGO, plus loin DINH, et plus loin DIEM. J'aurais dû commencer par ça, excusez-moi. Donc, Ngo Dinh Diem, il finit assassiné en novembre 1963. Et après son assassinat, eh bien, l'instabilité du Sud-Vietnam, elle va être de plus en plus forte, ce qui va donner des ailes d'une certaine façon à la guérilla Viet Cong, qui va prendre encore plus ses ailes. On tourne la page de notre manuel pour s'intéresser cette fois au document 1 de la page 154. Ce document, c'est la résolution du golfe du Tonkin. Attention, le golfe du Tonkin, ici, c'est le golfe en tant qu'élément maritime. G-O-L-F-E. Rien à voir avec le green sur lequel on joue au golf, même si on peut faire un golf à côté d'un golf. Oui, bon, la blague était gratuite. Donc, je vous laisse lire ce texte, cette résolution. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a dans cette résolution du golfe du Tonkin? Eh bien oui, c'est l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique. On est en août 1964, le 10 si on veut être précis, et c'est la résolution du golfe du Tonkin qui est votée par le Congrès américain. Et elle entraîne, de fait, l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique. Alors ce qui va entraîner cette résolution du golfe du Tonkin, c'est qu'en fait il y a un accrochage entre une flotte des États-Unis d'Amérique et une flotte du Nord-Vietnam qui va suffire, et ça va être l'événement catalyseur de l'entrée en guerre des États-Unis, mais on pourrait tenter de dire que ça faisait un moment que ça allait démanger d'entrer directement dans la danse plutôt que de le faire par l'intermédiaire d'un soutien aux forces sud-vietnamiennes. On s'intéresse à une autre carte, c'est le document 2 de la page 154, et cette fois, la carte ne concerne plus la guerre d'Indochine, mais la guerre conduite par les États-Unis d'Amérique contre les forces nord-vietnamiennes. Alors sur cette carte, on voit que les États-Unis d'Amérique ont des alliés dans la zone, hein, notamment la Thaïlande, et que le Vietnam du Nord peut compter, lui, sur l'aide de la Chine comme de l'URSS. Hein, on a les deux. C'est une guerre dans laquelle on va avoir
plusieurs grandes batailles qui sont notées ici. Et puis, on a des forces Vietcong qui sont relayées par l'intermédiaire d'un itinéraire qui traverse une partie du Laos et du Cambodge qu'on appelle la piste Ho Chi Minh. Ce qui conduit les États-Unis d'Amérique à bombarder, à avoir des cibles qui sont en dehors du territoire vietnamien. C'est-à-dire qu'en fait, là, on bombarde des pays qui, officiellement, ne sont pas en guerre. Donc on s'en prend à, notamment, des populations civiles, on va y revenir. Bon, l'idée à retenir au travers de cette carte, c'est que la guerre du Vietnam, c'est un conflit de la guerre froide. Pourquoi ? Parce qu'on a les États-Unis qui sont en guerre contre un pays communiste qui est aidé par l'URSS et par la Chine. D'une certaine façon, on est bien dans un conflit ici entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Sauf que, et c'est l'une des caractéristiques de définition de la guerre froide, les États-Unis sont dans une guerre ici indirecte contre l'URSS ou la Chine. Ils ne se battent pas directement, ils se battent par ennemis interposés, d'une certaine façon, même si des soldats américains sont bien engagés sur le terrain. Alors, pour les États-Unis d'Amérique, et là on est dans un cours de traverse entre guillemets, on va se lâcher un petit peu, enfin pas se lâcher, mais s'écarter un peu du chemin très classique du cours pour s'intéresser à l'accroche, entre guillemets, au début d'un film sur le Vietnam qui a été réalisé par Oliver Stone. Oliver Stone, il a réalisé un triptyque, 3 films sur la guerre du Vietnam. C'est un cinéaste qui a fait la guerre du Vietnam et qui cherche à retranscrire son expérience du Vietnam, sa lecture de la guerre du Vietnam au travers de plusieurs films. Et Platoon, c'est celui qui est le plus introspectif, d'une certaine façon. Et c'est un moyen de comprendre c'est quoi sa façon de présenter l'immersion d'un soldat des États-Unis d'Amérique dans la guerre du Vietnam. Donc c'est un extrait qui s'appelle Welcome to the Nam, qui est présent sur internet, donc je vous ai mis le lien dans le cahier texte, je vous laisse le regarder. Bon, moi j'ai des frissons à chaque fois que je vois le début de ce film. Et surtout le moment où on a Charlie Sheen qui joue ici indirectement le rôle d'Oliver Stone, ou qui va focaliser plein de représentations d'Oliver Stone, quand il croise le regard de ce soldat qui part en permission, qui retourne pour un temps sur le territoire américain des États-Unis, quand il croise ces bleus qui arrivent et qui... Donc il y a, dans ce regard qui se croise, il y a ici tout quoi. C'est-à-dire, écoutez les gars, vous savez pas dans quel merdier, entre guillemets, permettez-moi l'expression, vous venez de mettre les pieds. D'ailleurs, repartent dans l'avion à la fois ceux qui sont en permission, mais aussi ceux qui ont trouvé la mort dans les sacs. Voilà. Donc on a des soldats frais qui arrivent, qui connaissent rien au terrain, qui sont remplacés par des morts, et des soldats en permission dont on comprend bien qu'ils sont marqués par la guerre. Donc, au travers de ce très court extrait, il y a une idée qui se dégage et qu'on peut noter, c'est que la guerre du Vietnam, c'est un cauchemar pour les soldats des États-Unis d'Amérique. La guerre en elle-même, et c'est ce que le cinéma... Bon, je reformule les choses pour que vous compreniez où est-ce que je cherche à en venir. Si la production cinématographique vis-à-vis du Vietnam est peut-être si forte par rapport à d'autres conflits, qu'il y a beaucoup de films sur la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'est pas sur le même genre de cinéma, on n'est pas sur un cinéma héroïque dans la guerre du Vietnam, on est sur un cinéma introspectif, qui ne montre pas des États-Unis comme les gentils ou les méchants. On est sur des films qui sont pas manichéens d'une certaine façon, et qui nous font bien comprendre que les mentalités ont été très marquées par ce conflit. Et le grand tournant
dans les mentalités, la perception qu'ont les États-Unis de la guerre, il arrive en 1968. C'est l'offensive du Tet, c'est-à-dire que pour le nouvel an vietnamien, il y a une offensive massive qui est déclenchée par les Viet Cong au sud du Vietnam. Et ça va marquer les esprits. En fait, l'opinion publique des États-Unis d'Amérique, il va se mettre à changer et à de moins en moins comprendre et voir une utilité dans cette guerre. C'est-à-dire que si on faisait des sondages avant l'offensive du Tet, la majorité des États-Unis étaient favorables à cette guerre. À partir de l'offensive du Tet, on voit petit à petit un écroulement de la crédibilité de cette utilité de la guerre dans les sondages, qui vont aller décroissant au fur et à mesure. Alors, l'image marquante de ces médias et de l'opinion publique qui change, on peut aussi l'associer à une déclaration qu'a faite sur l'une des chaînes majeures des États-Unis, CBS, un journaliste majeur qui est Walter Cronkite. Walter Cronkite, c'est pas le premier venu, c'est celui qui est présent sur le plateau de télévision de CBS en direct pour décrire l'alunissage, puis le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. Vous savez, cette fameuse scène où il enlève ses lunettes, où il est ému et impressionné. Bon, je vous ai mis un lien sur cette déclaration que fait Walter Cronkite dans le Québec. Je vous laisse l'écouter et on se retrouve juste après. Walter Cronkite, il dit quoi? Walter Cronkite, il a été sur le terrain au Vietnam. Et quand il revient, il dit on la gagnera jamais cette guerre, on peut pas la gagner, elle peut pas avoir de fin. La seule solution possible, c'est la négociation. D'une certaine façon, il jette ici un pavé dans la mare. Qu'est-ce qui va encore accroître ce changement dans l'opinion publique? Eh bien, on a notamment la révélation du massacre de My Lai, M-Y-L-A-I. Cette révélation du massacre de populations civiles par des soldats états-uniens, elle est faite 1 an presque après avoir été perpétrée. Le massacre a été commis le 16 mars 1968, mais les journaux ne se mettent à en parler qu'1 an plus tard. Ici, vous avez une du journal qui revient et qui montre des photos. Alors évidemment, les photos sont violentes, parce qu'on voit quoi parmi ces civils? On voit des femmes, des enfants, des vieux, bref, pas des militaires, en l'occurrence. Alors, qui est militaire, qui ne l'est pas, c'est toute la difficulté de cette guerre, puisque les Viet Cong, par définition, sont des guerrilleros, même si le mot ne vient pas de cet espace-là, ce sont des civils qui prennent les armes. C'est-à-dire qu'en fait, votre ennemi, il est invisible dans le sens où, tant qu'il n'y a pas d'armes, et qu'il est en train de travailler dans son champ, vous ne savez pas que c'est un de vos ennemis potentiels. Alors, des photos qui vont marquer l'opinion publique, on peut en citer d'autres. Il y a la photo d'Eddie Adams, c'est la diapositive suivante, qui reçoit le prix Pulitzer en 1969. On y voit quoi? On y voit un officier du Sud-Vietnam, donc soutenu par les États-Unis d'Amérique, qui abat de sang-froid un partisan Viet Cong qui a fait, qui a commis d'une certaine façon un attentat sur le territoire sud-vietnamien et donc qui est abattu ici sans sommation. Mais on est pour un État qui vient lutter pour la démocratie dans une représentation où on se demande de quel côté est la démocratie et est-ce que c'est... On est pris d'empathie entre guillemets pour cette personne qui va se faire exécuter ici sans aucune forme de procès pour un État qui se dit défenseur de la démocratie. Alors l'opposition on la retrouve aussi en 1969 lors du festival de Woodstock. Il y a une chanson clé que va chanter Country Joe. J'ai mis la vidéo en lien, je vous laisse l'écouter, lire le texte et regarder la ferveur qu'il lève dans le public présent à ce moment-là. Bon, la chanson elle est militante, And 1, 2, 3, why are we fighting for? Pour quelle raison on combat là-bas? Il n'y a pas, Et on va pas se réjouir d'aller mourir là-bas, il n'y a pas de sens. Il faut penser aux parents, il faut faire revenir les gars à la maison. C'est ça l'idée
qui est dans cette chanson. Donc c'est une chanson complètement contestataire à l'adresse de la guerre, hein, et puis il demande au public de chanter plus fort parce qu'il faut qu'on arrête cette guerre. Eh bien, cette chanson, elle symbolise, entre guillemets, un mouvement de foule de manifestants qu'on va retrouver sur le territoire des États-Unis. La diapositive 8, comme la diapositive 9, montre ces mouvements importants de population, rejoints par des vétérans. Et j'ai pas mis des photos ici, mais ce mouvement d'opposition, il dépasse le territoire des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on va retrouver des manifestations à Paris, on va retrouver des manifestations à Londres, on va retrouver des manifestations à Rome. Quand Nixon vient à Rome, il y a une énorme mobilisation de manifestants dans la finalité de lui pourrir son séjour à Rome, hein, si je m'exprime ainsi. Et ça sera la même chose quand le président Lyndon Johnson était présent précédemment, hein, avant Nixon. Bon, nous on retient quoi de tout ça? Peu de choses, hein. Le but ici c'était d'illustrer, de faire de montrer qu'il y a eu un tournement, mais ça va se ressentir sur la politique des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a un changement de stratégie qui est opéré du côté des États-Unis. On planifie le retrait des troupes sous Richard Nixon, et on appelle ça la vietnamisation du conflit. C'est-à-dire qu'il y a un transfert, et dorénavant, eh bien, ce sont les Vietnamiens du Sud seuls qui mèneront le combat. Donc vietnamisation du conflit, c'est un mot à connaître par cœur. Vietnamisation, vous le retrouvez dans vos manuels, il suffira de le recopier. Alors, on va finir avec d'autres documents. Dans votre manuel, vous avez le document 5 de la page 155. C'est-à-dire que la guerre, entre guillemets, c'est d'abord une guerre de l'image. Et c'est bien sur ce terrain-là que les États-Unis d'Amérique ont perdu. Et que les Vietnamiens, les Viet Minh, ont gagné. Hein, cette diapositive, elle est connue, c'est la photo d'une petite fille qui a été prise par Nick Hutt. Et voilà, j'ai oublié le nom de la petite fille en question. Alors, pour l'histoire, dans l'histoire, la petite fille, elle est ensuite... tenez, je vous ai mis en lien la vidéo qui va avec. Alors, attention. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la diapositive dans la photographie en entière. C'est-à-dire que là, la photographie que vous voyez, c'est la photographie qui est recadrée. Une photographie qui, elle aussi, a retenu le prix Pulitzer. Vous voyez que le prix Pulitzer, là, ces années-là, il est marqué par la guerre du Vietnam. Quand vous voyez la photo ici dans son intégralité, vous voyez qu'en fait, tout à droite, on a un soldat qui est en train de se rouler une cigarette, et donc on pourrait se dire, est-ce que c'est une façon de manifester ici qu'il n'a rien à faire de ce qui se passe, ou est-ce que c'est une façon pour lui de se concentrer sur quelque chose et d'oublier l'horreur qui est en train de se jouer face à lui? On a des enfants ici qui sont en train de fuir, de faire quoi? Le bombardement qu'on voit à l'arrière-plan. Donc je vous ai mis en lien la vidéo, parce qu'en fait il y a une vidéo qui va avec ces événements-là. C'est-à-dire qu'en fait ça a été filmé, il y a un photographe qui est présent, d'ailleurs vous le verrez sur la vidéo, et puis il y a... les événements filmés. Alors attention parce que la vidéo elle est trash entre guillemets, parce qu'on se dit toujours on nous montre les choses les plus horribles au travers des photos. Pas forcément. C'est-à-dire que vous verrez sur la vidéo que ce que choisit de montrer ici le photographe et les maisons d'édition qui vont s'emparer de ces clichés, c'est pas le truc le plus trash, c'est pas les choses les plus horribles qui se sont passées. Les choses les plus horribles, finalement, ne sont pas celles qui permettent de gagner la bataille de l'image d'une certaine façon, parfois. Ça montre aussi, et ça, c'est ce qu'ont vu vos camarades en histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, que les journalistes au Vietnam ont des accréditations très faciles. Et ça servira de leçon à l'état-major américain. La guerre suivante, c'est la grande guerre suivante, entre guillemets, pour les États-Unis d'Amérique, c'est la guerre du Golfe, et dans la guerre du Golfe, l'état-major va verrouiller toutes les images. Pas question de reproduire les mêmes erreurs de communication en laissant la démocratie
et la liberté aux journalistes de travailler sur le terrain. Bon, je vous laisse regarder ces images. Donc pour ceux qui pourraient trouver ça trash, entre guillemets, évidemment c'est trash, vous vous arrêtez après les enfants qui boivent de l'eau. Hein, voilà, je vous retrouve. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo dans l'intégralité, vous avez vu, ou pas dans l'intégralité, qui sont arrêtés au moment où on donne à boire aux enfants, vous aurez remarqué que si les États-Unis d'Amérique sont responsables de son bombardement au napalm, reste qu'ils viennent en aide aux enfants. Et la petite fille en question, elle va être soignée dans un hôpital militaire, elle se porte bien aujourd'hui, il y a des photos d'elle avec Nick Hutt d'ailleurs, qui existent, hein. Il y a eu des rencontres d'organiser plus tard. Et donc on comprend le côté partagé de la société états-unienne. Reste que quand ces images arrivent et elles font le tour du monde, il est où le camp du bien? La bataille de l'image, elle est définitivement perdue. On peut pas être le camp du bien quand on bombarde un village, quand des enfants apeurés sont obligés de fuir. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo dans son intégralité, on peut pas être dans le camp du bien quand on tue des enfants. Hein. Bon, concluons. Hein. On a passé beaucoup de temps ici, le temps que vous regardiez les vidéos, que vous regardez les images, ça va bien vous accaparer 1 heure. Alors, en 1975, finalement, la guerre va s'arrêter puisque la conquête du Sud-Vietnam va être achevée avec la prise de Saigon. Saigon tombe, donc il n'y a plus de Vietnam du Sud, il n'y a plus qu'un seul Vietnam. Cette guerre, elle a entraîné le décès de 50 000 soldats des États-Unis d'Amérique qui ont été tués sur le terrain, et il y a près de 2 millions de Vietnamiens, à la fois des civils et des militaires, qui sont morts. À ces morts, il faut ajouter des blessés, des mines qui restent, une pollution importante suite parce que pour lutter dans la jungle, les États-Unis d'Amérique ont utilisé des défoliants, des produits chimiques qui sont lâchés dans la nature pour que les feuilles tombent des arbres, des produits qui vont polluer les sols. L'agent orange, on l'appelle, fabriqué notamment par le groupe Monsanto, ça fait aujourd'hui beaucoup réagir des gens qui s'opposent à ce que produit Monsanto. Et donc ça va laisser des traces dans la société vietnamienne, bien sûr, mais aussi et surtout dans la société des États-Unis d'Amérique, parce que les soldats qui ont été combattre là-bas, quand ils rentrent, ils ne sont pas vus comme des héros, ils sont vus comme ceux qui combattaient du mauvais côté. Et c'est ce qu'Oliver Stone, dans son 2e film né un 4 juillet avec Tom Cruise, cherche à présenter, c'est-à-dire que pour beaucoup de vétérans, c'est l'incompréhension au moment où ils reviennent. Ils sont partis en guerre pour les États-Unis d'Amérique et ils reviennent détestés. Ils perdent pied et certains deviennent fous, marqués par cette guerre. Voilà, je clôt ici ce TD. Bon courage à tous et à toutes. On se retrouve en présentiel vendredi pour clore ce chapitre 2. Bonne journée. Au revoir.